Donc moi, je suis Zakaria Jalal, je travaille dans le service des cardiopathies congénitales de Bordeaux, notamment en cardiologie interventionnelle. Et donc ce cours porte sur le devenir des cardiopathies conotroncales à l'âge adulte. Alors, je ne sais pas, Hamda, si on peut communiquer pendant le diaporama, notamment à l'oral. Est-ce que si je pose une question, les gens peuvent me répondre ou pas? Oui, Ok, super. Donc, est-ce que vous avez eu le cours des cardiopathies conotroncales de l'enfant? Je voulais juste m'assurer de ça parce que je n'ai pas retrouvé le programme intégral avec les modifications qu'il y avait eu. et oui, on l'a eu cette semaine. Génial. Ah ben c'est Pierre-Emmanuel qui vous l'a fait. Pierre-Emmanuel Seguela, d'accord. Donc, on va parler de ça à l'âge adulte et bon, dans le spectre assez large des cardiopathies conotroncales, on va parler de certaines d'entre elles, pas de toutes, notamment on ne parlera pas de l'atrésie aortique avec CIV, qui est un peu le pendant de l'atrésie pulmonaire avec CIV, mais du côté de la voie gauche, ni de l'interruption de l'arche, ni des cardiopathies conotroncales qui impliquent une transposition des gros vaisseaux et notamment une réparation par switch artériel avec toutes les implications que ça peut avoir, en particulier au niveau des coronaires. Donc, ça va essentiellement s'articuler autour du phallo et des apparentés, donc capso ou bien agénésie des valves pulmonaires. Et puis le truncus arteriosus aussi partage, je dirais, la plupart des anomalies qui vont nous intéresser pendant ce cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'âge adulte, vous le savez, hein, la population des cardiopathies congénitales à l'âge adulte est en constante augmentation dû à tout un tas de progrès, que ce soit du dépistage anténatal à la prise en charge. Bon, toutes les cardiopathies congénitales sont mieux prises en charge et donc les gens vivent plus longtemps. Et donc cette prévalence, elle est en constante augmentation chez les adultes alors qu'elle est stable chez l'enfant sur plusieurs décennies. Donc c'est vraiment une population qu'on va être amené à suivre et sur laquelle il va falloir beaucoup se focaliser. Ce sont des gens qui sont pas exactement, si vous regardez le suivi des phallos, qui n'ont pas exactement la même vie que quelqu'un qui n'aurait pas été opéré, aucun groupe contrôle sain. Si vous regardez sur la gauche de l'écran la qualité de vie, euh, le, 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 en bleu, vous avez les patients avec tétralogie de Fallot. Cette qualité de vie semble, en tout cas sur les scores, plus importante que celle de la population contrôle, ce qui est une super nouvelle et ce qui peut être analysé sous différentes manières. En revanche, à la droite de l'écran, vous voyez que la survie, bah, en rouge, si on compare à la droite à la courbe de survie noire, qui est celle de la population contrôle, donc saine, bah, vous voyez que en rouge, lorsqu'on a un phallo opéré, on n'a pas exactement la même perspective avec une survie cumulée euh, à 40 ans qui est de 72%. Donc une incidence de mortalité annualisée de l'ordre de 0,3 pour 100 patients année, ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi est-ce que les patients vont mourir? Bien parce qu'une tétralogie de Fallot, si vous la comparez dans ce recueil multicentrique rétrospectif londonien, où on analysait la survie et les causes de survie, bah, la tétralogie de Fallot, ça fait partie des cardiopathies congénitales qui commencent quand même à être graves ou inquiétantes. Vous avez un pourcentage de décès sur une durée de suivi qui est très longue, hein, vous le voyez, et sur 7000 patients qui est de l'ordre de 6,3%, avec un âge médian de décès qui est de 50 ans. Et si vous regardez le risque ratio en fait, de mortalité, vous voyez que la tétralogie de Fallot, elle se place sur cette colonne dont la gravité va croissante du haut en bas, elle est entre le canal artériel et le fontan. Alors, on a beaucoup plus de mortalité dans le fontan. Hein. L'index de ratio, enfin, le ratio de mortalité est de 23 pour 2,3 dans le phallo, donc 10 fois plus. Mais vous voyez, cette échelle, je trouve qu'elle est assez parlante pour placer un petit peu le degré de gravité de ces cardiopathies. De quoi est-ce que meurent ces patients? Insuffisance cardiaque pour quasiment la moitié
la moitié d'entre eux. Bon, pneumopathie, c'est 18%. C'est vrai que c'est assez bizarre, en tout cas, probablement à rapporter à des événements infectieux, notamment des endocardites qui sont non négligeables. L'autre cause non négligeable, ce sont les interventions et leurs complications péri-opératoires ou péri-interventionnelles si c'est du KT. Vous voyez que c'est 12 et 11%, ça n'est pas négligeable. Et puis la mort subite, 6%, c'est très très important comme incidence, bien plus que certaines canalopathies ou syndrome de Wolff-Parkinson-White ou autres arythmies malignes sur cœur sain que suivent les rythmologues. Donc en gros, si vous regardez la survie, elle n'est pas exactement bonne. Et si vous regardez la survie cumulée sans événement cardiovasculaire, c'est ce que vous avez ici, c'est carrément moins bien, puisque à 25 ans, il y a un patient sur deux qui aura fait un événement cardiovasculaire, ce qui confirme que ce cours a lieu d'être, c'est-à-dire qu'il faut connaître les complications de ces patients au long cours parce qu'il faut les suivre. Alors, il y a des recommandations qui émanent des sociétés savantes européennes et nord-américaines. Elles valent ce qu'elles valent, elles ne sont pas très précises, mais bon, ce qu'il faut, c'est bien évidemment que le suivi soit fait dans un centre spécialisé, au moins de manière annuelle, mais peut être moins fréquent chez ceux qui ont le meilleur spectre hémodynamique. Ça, c'est à évaluer. L'échocardiographie et l'IRM constituent la pierre angulaire, en tout cas en termes d'imagerie, de ce suivi. Mais vous le voyez, les recommandations américaines ajoutent aussi l'épreuve d'effort à faire et évoquent le monitoring par Holter qui doit être réalisé si besoin. Alors, quelles sont ces complications au long cours? D'abord, il y a des complications du ventricule droit, hein, puisque on va le voir, il y a toute une intrication entre la voie pulmonaire qui va être reconstruite de manière plus ou moins prothétique, avec une dysfonction plus ou moins mixte et importante, des obstacles au niveau des branches pulmonaires possibles. La dysfonction ventriculaire gauche, on le verra, elle aussi, elle est intriquée avec l'ensemble de ces éléments. Parfois, elle trouve son origine ailleurs, mais vous allez voir que tout ça va s'entremêler. Valvulopathie aortique, notamment dans le troncus arteriosus, où la valve troncale servira de valve aortique, elle n'est pas toujours normale. Dilatation de l'aorte ascendante, c'est moins embêtant. CIV résiduel, c'est quelque chose de plutôt anecdotique, en tout cas qui ne va pas poser les mêmes problèmes que les arythmies, où là on décrira ça de manière extensive, parce que justement ça peut quand même mener à la mort subite de ces patients, ce qui est tout ce que l'on veut éviter. Les endocardites infectieuses vont aussi faire partie du spectre, mais c'est quelque chose qu'on décrira assez peu dans ce cours. Comme je vous le disais, les causes sont intriquées. Alors évidemment, il y a la cardiopathie initiale, il y a les conséquences de la cyanose préopératoire, notamment ses conséquences sur le ventricule gauche. Ça, c'est quelque chose qui a bien été documenté. Évidemment, la CEC et tout ce qu'elle va impliquer. Les cicatrices chirurgicales, vous le voyez ici, voilà, hein, quand on fait une très large atriotomie, ben, ça ne peut pas rester sans conséquence, et notamment au niveau rythmique, c'est quelque chose qui va jouer un rôle important. Tout ce qui va jouer sur le remodelage tissulaire et puis la durée de vie des substituts, à partir du moment où on met une prothèse valvulaire ou un conduit valvé, eh bien, on déclenche un chronomètre puisqu'on sait que ça va finir par s'user, et ça va aussi émailler le suivi de ces patients. Bon, cette diapo, je l'aime bien, mais plus je la regarde, plus je la trouve illisible. Toutefois, ça montre bien la complexité et le caractère très intriqué de l'ensemble des complications dont on a parlé. Ce qui est au centre de tout ça, ça reste quand même la cardiopathie droite, hein, et ce qui va concerner la voie pulmonaire. Donc, vous avez un espèce de cercle vicieux qui va naître de la dysfonction pulmonaire, donc IP, mais aussi sténose pulmonaire ou obstacle en tout cas, avec une surcharge ventriculaire qui va dilater le ventricule droit, dilater la notricus speed,
participer à augmenter une insuffisance tricuspide qui peut aussi être due à une séquelle chirurgicale, en tout cas une lésion chirurgicale, qui va mener à une dilatation de l'oreillette droite qui va, elle, entraîner des arythmies. La dilatation du VD et de l'anneau tricuspide vont, du fait de l'interaction entre les deux ventricules, impacter la fonction du ventricule gauche. La dilatation du VD va aussi élargir le QRS et entraîner des troubles conductifs intraventriculaires qui peuvent avoir à la fois un impact hémodynamique, mais aussi un impact rythmique. Donc, vous voyez, on liste les principales complications que je vous ai décrites précédemment et on en connaît quand même le substrat et les causes. On les retrouve très facilement grâce à ce type de schéma. Alors, tous les phallos ne vont pas avoir la même évolution, hein, heureusement, entre celui du haut là, et celui du bas. Il y a tout un tas de paramètres qui vont rester, je dirais, du fait de l'histoire chirurgicale et de l'histoire du patient. On voit pas mal de phallos, heureusement, hein, qui sont comme ça, qui ont cette échographie-là. Mais c'est sûr qu'il faut reposer le problème à chaque fois que vous suivez ces patients. La valvulopathie pulmonaire, on va commencer par elle. C'est quelque chose qui est une physiopathologie très différente de l'insuffisance aortique. Pourquoi? Parce que la surcharge qu'elle va induire, elle va se faire sur un ventricule dont la courbe de compliance est bien meilleure que celle du VG, ce qui fait que la dilatation du ventricule droit va pouvoir se faire au prix d'une très faible augmentation des pressions de remplissage et de la pression T diastolique du VD et une fonction systolique qui va suivre, hein. Donc les patients vont rester très longtemps asymptomatiques avec des paramètres fonctionnels qui sont tout à fait conservés pendant un certain temps. Vous le voyez ici sur la droite de l'écran. Ça, c'est la survie sans symptômes. Il y a quand même une cassure de la courbe, hein, qui se fait vers l'âge de 30 ans. On pourrait dire qu'il y a deux parties, hein, une partie plutôt tranquille, hein, ce que je vous disais, jusqu'à l'âge de 30 ans, et puis ce qui se passe ici. Et donc, cette valvulopathie pulmonaire, elle va avoir des séquelles plus ou moins réversibles sur notamment le ventricule. Donc, c'est une évaluation multimodale, hein, qu'on va faire pour évaluer cette valvulopathie par imagerie non invasive la plupart du temps. Le cathétérisme, ce sera réalisé lorsqu'il y a une intervention qui est à faire. Donc, c'est essentiellement le TT, l'IRM, parfois le scanner, mais surtout l'IRM, avec pour objectif d'évaluer le type, c'est-à-dire sténosante et ou fuyante, et la sévérité de la lésion valvulaire, son retentissement sur le ventricule droit, mais aussi sur le ventricule gauche, les lésions associées évidemment, et puis de vérifier qu'il n'y a pas d'indication thérapeutique en dehors des symptômes du patient évidemment, mais chez les patients asymptomatiques, vous verrez, on a des critères pour poser des indications pour intervenir sur cette voie pulmonaire. L'échographie, bon, ça vous connaissez ça très bien, c'est l'évaluation du type de lésion vasculaire, son siège, est-ce qu'elle est valvulaire, supra-valvulaire ou sous-valvulaire, ce que l'on voit bien ici avec cet aspect en lame de sabre qui signe une sténose musculaire avec un gradient qui va augmenter tout au long de la systole et qui accompagne la contraction musculaire. Et puis on va en typer la sévérité, notamment pour ce qui est de la fuite pulmonaire en regardant la PHT, donc le temps de demi-décroissance de la fuite, le diamètre du jet de fuite pulmonaire rapporté à l'anneau pulmonaire qui doit être inférieur à 0,5. Est-ce qu'il y a un reflux diastolique qui commence au-delà des branches, au-delà de la bifurcation pulmonaire? Ça signe aussi une sévérité. Et puis, une fuite qui va se terminer, enfin un retour à la ligne isoélectrique en
en moitié, en mid-diastole. En gros, lorsque les pressions s'égalisent entre le ventricule et la paix en diastole de manière très précoce et qu'il y a une durée qui est supérieure à 80 millisecondes entre la fin de ce jet et le début de la systole suivante, c'est ce qui est rapporté ici, eh bien, c'est aussi un critère de sévérité, c'est-à-dire que c'est pas une fuite en général, c'est qu'il y a pas de valve, donc le sang régurgite aussitôt et très vite, et donc ça signe une fuite sévère. Le retentissement ventriculaire, là on va apprécier, on va apprécier la taille du ventricule. En échographie, c'est pas, je dirais, l'examen de choix, hein, ça va être surtout l'IRM. Et puis des paramètres semi-quantitatifs ou quantitatifs de fonction. Donc le TAP, c'est l'onde S', ça vous le savez. Donc le Doppler, l'onde S', c'est le Doppler Doppler pulsé en DTI à l'anneau. La fraction d'éjection en 3D, c'est quelque chose qui est déjà qui nécessite un fonctionnement d'appareil et un post-traitement qui sont assez importants, mais bon, ça se fait. On a Dr Yeriart dans l'équipe qui a publié dessus et qui connaît très bien ça. Puis vous avez aussi toutes les analyses en strain qui vont être utiles là-dedans, mais pour être tout à fait honnête, le suivi, le gold standard du suivi de ces ventricules et de ces fuites pulmonaires, ça reste l'IRM, où là, on va vraiment avoir la capacité de quantifier, non pas de manière semi-quantitative, mais vraiment quantitative, sous réserve que ce soit bien reproductible et il faut que ce soit fait par des opérateurs entraînés. Mais on va pouvoir suivre la volumétrie ventriculaire d'une année sur l'autre de manière très très précise et c'est beaucoup plus pratique poser, pour poser les indications. On va aussi pouvoir, c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, quantifier la fibrose en IRM par des techniques de T1 mapping où en fait on va quantifier la fibrose extracellulaire en fait. Euh, c'est quelque chose qui est très important puisque vous le voyez sur la droite de l'écran, ça correspond à des cicatrices chirurgicales, mais pas seulement. C'est aussi un paramètre qui a bien été mis en évidence, par exemple, dans d'autres cardiopathies comme la myocardiopathie hypertrophique. Et on sait dans la tétralogie de Fallot que c'est associé à des événements cliniques, notamment des arythmies. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, notamment pour bien comprendre les effets du remodelage ventriculaire et des complications qui vont en découler. Donc ça fait aussi partie de notre protocole d'IRM. Alors la valvulopathie pulmonaire, qu'est-ce qu'on va en faire c'est tout l'objet du suivi de ces patients. Ils vont bien, ils sont asymptomatiques, donc on sait qu'ils ont une fuite pulmonaire qui est importante. Que faire? Est-ce qu'on attend que la fuite entraîne des symptômes? Est-ce qu'on attend que la fuite entraîne une dilatation ventriculaire dont on sait qu'elle serait réversible, mais dont on n'a quand même pas la certitude? En même temps, si on intervient, il y a des risques liés à l'intervention. Si on met une valve prothétique, eh bien, elle va dégénérer, donc ça veut obligatoirement dire réintervenir. Et donc, ce sont des questions qu'on se repose en staff et qui sont assez difficiles à trancher parfois. Donc, pour ce qui est des recommandations européennes, alors pour les lésions sténosantes, c'est beaucoup plus simple parce que si vous avez une sténose avec une PVD qui est, enfin une sténose dont l'obstruction est sévère et une pression systolique du VD supérieure à 60 mm de mercure, ça c'est un chiffre arbitraire globalement, c'est supérieur à 2 tiers de la pression artérielle systémique. Bon là, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Si vous avez une fuite pulmonaire symptomatique, c'est pareil. Bon, c'est très simple, mais c'est vraiment la situation qu'on déteste parce que les fuites pulmonaires qui commencent à être symptomatiques correspondent à des fuites pulmonaires dont l'évolutivité est déjà assez importante et dont le potentiel de récupération ne va pas être certain. Donc l'idée, c'est de trouver des paramètres qui permettent
de poser des indications chez des patients asymptomatiques, comme c'est le cas dans les cardiopathies gauches d'ailleurs, où on a des cut-offs pour le diamètre télédiastolique du VG ou télésystolique du VG, au-delà duquel on pose une indication de remplacement valvulaire aortique, par exemple, dans les fuites. Donc, pour ce qui est des recommandations européennes, chez les patients asymptomatiques, on préconise de considérer, donc c'est de classe 2A, de considérer une valvulation pulmonaire chez les patients qui ont une dilatation progressive du VD, une dysfonction progressive du VD, une fuite tricuspide progressive ou donc l'obstruction, j'en parle pas, ou des arythmies ventriculaires ou atriales. Vous voyez que c'est pas très très précis quand même. En Amérique du Nord, ils disent que le remplacement valvulaire est raisonnable pour préserver la taille et la fonction ventriculaire chez les patients qui ont une dilatation ou une dysfonction ventriculaire modérée ou supérieure. Bon, en gros, pas trop de data. Ce que l'on pratique globalement dans la plupart des centres, c'est de se servir des diamètres indexés, enfin des volumes indexés du ventricule droit, télédiastolique, mais aussi télésystolique. Donc, ce qui est très connu, c'est le volume ventriculaire droit indexé qui est supérieur à 150 ml par mètre carré. On se sert beaucoup du volume télésystolique indexé, supérieur à 80 ml. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Évidemment, quelqu'un qui a fait une arythmie symptomatique et qui a une fuite importante, eh bien, ça va évidemment nous pousser à pratiquer cela. Pardon. Ensuite, une fois que cette indication est posée, on a aussi d'autres arguments qui sont arrivés récemment, notamment qui montrent que mettre une valve plus tôt, valver des patients qui ont une fuite pulmonaire importante plus précocement au cours du suivi, eh bien, ça améliore leur capacité fonctionnelle, notamment lors des tests d'effort. Vous voyez les patients qui ont été valvés avant l'âge de 17 ans versus après l'âge de 17 ans. Les patients qui ont été valvés au cours ça c'est réparti par décennie, hein, donc à la première décennie, deuxième, troisième, quatrième, on voyait que plus on est valvé tard, plus on va faire des arythmies ventriculaires, et puis le potentiel de récupération ventriculaire droite, eh bien, il est dépendant du volume ventriculaire de départ, ce qui fait qu'on a quand même de plus en plus d'arguments pour dire qu'il faut valver ces patients assez tôt. Une fois que vous avez décidé de valver ce patient, comment vous allez procéder? Donc, il y a deux possibilités, soit la chirurgie, soit le cathétérisme cardiaque. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. La chirurgie, sa principal avantage est qu'elle est faisable quelle que soit la taille ou la conformation anatomique de la voie pulmonaire. Elle permet aussi de traiter les lésions associées, comme de réaliser une plastie tricuspide, notamment une annuloplastie tricuspide lorsqu'il y a une fuite importante, ou de faire des plasties des branches pulmonaires si elles sont accessibles. Les inconvénients, évidemment, c'est des patients qui ont des sternotomies répétées, avec un risque important lié à la CEC. La durabilité et le risque infectieux des prothèses, ça c'est un dénominateur commun des deux techniques, donc j'en parle pas. Pour ce qui est du cathétérisme, évidemment, l'avantage c'est que c'est moins invasif, que l'on peut répéter des procédures de cathétérisme percutané avec le concept de valve-in-valve. On va pouvoir venir mettre une valve à l'intérieur d'une valve déjà implantée par voie percutanée. Les inconvénients, c'est que la taille de la voie pulmonaire et sa conformation anatomique va conditionner la possibilité de succès du geste, comme je vais vous le montrer. Et puis évidemment, il y a des complications qui sont liées à la technique. Alors l'histoire de la valvulation pulmonaire, vous le savez peut-être ou non, mais je vous le rappelle, elle commence en 2000. C'est le premier stent valvé qui a été implanté chez l'homme. C'est ce qui va devenir la valve Mélodie. Donc c'est un
portion valvée d'une veine jugulaire de bœuf qui s'appelle le tube Contegra, que les chirurgiens implantent. Et à l'hôpital Necker, donc au début des années 2000, l'équipe avait repris le contexte de coudre une valve sur un stent. C'est quelque chose qui avait été conceptualisé bien longtemps avant, et même breveté bien longtemps avant, mais qui n'avait jamais été jusqu'au first in man, ce que l'équipe de Necker a pu faire brillamment. Et c'est vrai que ça a complètement révolutionné la prise en charge des cardiopathies congénitales et même de la cardiologie, puisqu'ensuite il y a les stents valvaires aortiques qui sont arrivés. Et voilà, c'est quelque chose qui, c'est vraiment une innovation de rupture, probablement la dernière grosse innovation de rupture qu'il y a eu dans notre spécialité. Aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs, une start-up qui naît chaque jour pour développer de nouvelles prothèses, quelque chose qui est assez passionnant. On a aujourd'hui 2 types de prothèses que l'on peut mettre par voie endovasculaire dans la voie pulmonaire. La valve Mélodie, qui est, je vous le disais, une veine jugulaire de bœuf valvée, dont le diamètre va jusqu'à 22 mm, et la valve Sapien, qui est initialement développée pour la valve aortique, mais que l'on peut utiliser pour la valve pulmonaire. C'est du péricarde bovin qui est suturé sur un stent qui est plus petit, en tout cas plus court. Et qui, elle, a l'avantage d'aller jusqu'à 29 mm. Donc, en gros, on peut traiter des voies avec ces 2 valves qui vont de 16 à 29 mm. Elles sont plutôt complémentaires à mon sens. Je vais passer assez vite là-dessus puisque le cours a dû être un petit peu raccourci. Mais globalement, il faut savoir que la valvulation pulmonaire percutanée a une efficacité équivalente à la chirurgie. Je vais vous montrer rapidement des indications qui sont assez élargie, et puis le futur s'annonce plutôt sympa avec pas mal de dispositifs qui vont arriver. En gros, ce qu'il faut retenir des résultats au long cours que l'on a avec la prothèse Mélodie, c'est que, bon, évidemment, il y a une courbe d'apprentissage, puisque les premiers patients ont été faits en 2007, ça commence à dater un petit peu. Globalement, les premiers patients ont été faits avec une technique d'implantation qui faisait que le cathétériseur implantait la valve Mélodie directement dans une voie pulmonaire sans faire ce qu'on appelle un pre-stenting, c'est-à-dire sans mettre une charpente par le biais d'un autre stent dont le but est de protéger cette valve. Et bien ça, si on ne met pas de pre-stent, ça a amené à des fractures de stent. C'est pour ça qu'au départ, les courbes de survie sans intervention n'étaient pas excellentes. Une fois que le pre-stenting a été fait, c'est la courbe rouge ici, eh bien, on a une survie à 5 ans sans réintervention qui est à 91%, ce qui vous allez le voir, correspond tout à fait à ce que l'on a avec les substituts chirurgicaux. Chez les patients qui n'ont pas de réintervention, après 7 ans de suivi, on a un gradient qui reste inchangé et une fuite qui est triviale ou absente chez quasiment 100% des patients. Pour ce qui est de la valve Sapien, on a moins de patients, moins de suivi, mais globalement, c'est tout aussi bon. Donc là, sur 82 patients et un suivi médian de 201 jours, bon, il n'y a pas de complications en fait. Il y a des complications péri-interventionnelles, mais il n'y a pas de complications qui sont liées aux fractures de stent, pas de décès, et 2 thromboses de valve simplement qui ont pu être traitées médicalement. Quand vous voyez les substrats chirurgicaux, par exemple la valve freestyle ou ici des homogreffes ou des hétérogreffes porcines ou bovines, la survie sans intervention, c'est 87% ou 73% à 5 ans, ce qui est aussi bien, voire moins bien que les chiffres que l'on a avec les stents valvés. Le problème, c'est essentiellement lié à l'endocardite infectieuse qui complique surtout en fait, les implantations liées à la valve Mélodie. Si vous voyez ici l'incidence des endocardites, on va de la population générale aux patients par cardiopathie congénitale qui sont déjà en proportion plus importante. Les patients qui ont des dispositifs implantables, pacemaker ou défibrillateur, ont une incidence qui est plus importante. Puis viennent les prothèses valvulaires chirurgicales du cœur gauche, puis le TAVI, puis les conduits chirurgicaux du cœur droit, puis la valve Mélodie dont l'incidence est, elle, quasiment la plus importante, qui va jusqu'à 3% patients année, ce qui est important. Alors, dans les endocardites de la voie droite,
je dirais les auteurs on a beaucoup travaillé dessus pour essayer de savoir quel était le suspect en fait pour pouvoir traiter les choses et éviter que cela survienne. Bon, le suspect numéro un, ça reste quand même la valve Mélodie. Hein. C'est pas la valve en elle-même, c'est ce qui a été soulevé par tout un tas de publications. On se pose aussi la question de savoir si la voie d'éjection droite et le régime hémodynamique, les contraintes anatomiques ne font pas euh, cette incidence est plus importante dans cette population. En pratique, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on part déjà d'une population à risque. Vous l'avez vu, hein, les gens avec cardiopathie congénitale font quasiment 1000 fois plus d'endocardite que la population générale. On a des facteurs anatomiques et hémodynamiques qui sont effectivement spécifiques dans la voie droite, on va voir. La technique percutanée par rapport à la technique chirurgicale, eh bien, malheureusement, entraîne encore un taux d'infection qui est plus important. Et puis, effectivement, le substrat valvulaire, vous allez le voir, pose problème. Ça, je vais passer. Lorsqu'on compare l'incidence entre valvulation percutanée et valvulation chirurgicale, bon, ça dépend des centres, ça dépend des substrats chirurgicaux qui sont implantés. La plupart des résultats sont vraiment dépendants de ce type d'approche. On a peu d'études multicentriques qui permettraient de gommer ce biais. Donc, vous voyez, on a tous les types de résultats. Donc, soit une incidence qui est équivalente ou en tout cas non statistiquement significative, soit une incidence plus importante pour la valvulation percutanée, soit une incidence qui, et c'est là où c'est intéressant, c'est l'équipe de Louvain, qui met en évidence que une valve chirurgicale type homogreffe, elle a cette courbe de survie là, c'est-à-dire qu'en gros, il y a très 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 peu d'endocardite. Le tube Contegra, qui lui aussi est un tube chirurgical, il a cette courbe de survie là, et la valve Mélodie aussi. Et vous voyez que globalement, les deux courbes se superposent. Et il y a quand même un dénominateur commun très important entre le Contegra et la valve Mélodie, c'est que c'est le même substitut, c'est une veine jugulaire de bœuf. Ce qui nous a pas mal intéressé. On a travaillé dessus de manière, je dirais, expérimentale avec des tests in vitro où on a montré que l'adhérence bactérienne sur cette veine jugulaire de bœuf pouvait être plus importante en fonction de la bactérie choisie. Mais voilà, certaines bactéries adorent la veine jugulaire de bœuf et ça pourrait expliquer ce genre de choses. Sur une méta-analyse qui a été réalisée, vous voyez que la veine jugulaire de bœuf, au niveau de l'incidence des endocardites, elle est quand même quasiment 4 fois plus importante. Alors que lorsqu'on compare Contegra et Valve Melody, qui ont le même substrat mais pas la même technique d'implantation, eh bien les choses sont assez équivalentes. Cependant, lorsque l'on compare le devenir des patients après valvulation pulmonaire, que ce soit chirurgical ou percutané, eh bien, il n'y a pas de différence significative en termes de survie ou de survie globale ou de survie sans complications. Pourquoi ? Parce que la chirurgie, malheureusement, présente d'autres complications qui peuvent être liées à la technique, à la sternotomie, à la mise en place d'une CEC et qui font que globalement, les choses sont équivalentes. Et heureusement, sinon, évidemment, on n'est pas fou. On ne va pas continuer de pratiquer une technique qui est pourvoyeuse d'un taux d'infection plus important. Mais voilà, c'est un message qui est à faire passer. Les indications qui sont élargies, ça, je vais passer assez rapidement dessus, simplement pour vous dire qu'au départ, les indications de la valvulation percutanée, c'était l'implantation dans des conduits avec un diamètre, dans des conduits prothétiques dont le diamètre était bien connu. En pratique, on a élargi les indications aux bioprothèses, au diamètre, aux conduits de petit diamètre, aux patients de petit poids, descendus jusqu'à à moins de 20 kg. Et puis aux voies natives, donc aux voies qui ne sont pas des conduits, qui sont des voies patchées, avec tout un tas de techniques et de
d'innovations qui ont été réalisées, comme la technique des poupées russes ou le mise en place de stents en diabolo ou le raccourcissement de la valve mélodique qu'on a appelé folded pour avoir un stent valvé plus court. Il y a des gens qui ont qu'on appelle le concerto pour mélodie. Il y a des gens qui ont implanté une mélodie dans chaque branche pulmonaire lorsque la voie pulmonaire était trop large et que les branches pulmonaires étaient sténosées. Et bien, pour éviter une fuite, qui peut le plus, peut le moins, on a mis deux valves, une valve dans chaque branche. Le futur est assez radieux également, puisqu'on a des perspectives d'avenir qui sont multiples, des techniques de modélisation et de guidance qui améliorent, qui optimisent les procédures et qui diminuent qui visent à diminuer les complications liées à ce type de procédure, le développement de nouvelles prothèses et le développement de l'ingénierie tissulaire qui va arriver. Alors les techniques de modélisation, bon, ça fait des super diapos, des super images. Pour le moment, la translation en pratique clinique, elle n'est pas encore tout à fait réalisable, mais vous voyez qu'on peut modéliser l'implantation d'un stent, calculer comment ce stent va se plaquer sur la paroi, si euh, la voie n'est pas trop large, si il y aura suffisamment d'adhérence, s'il n'y aura pas de fuite paravalvulaire, ce qui permet quasiment de choisir son dispositif avant d'entrer en salle. En tout cas, c'est l'objectif. Le printing 3D, c'est très important, nous on s'en sert beaucoup, plutôt pour de la formation, mais parfois aussi pour du soin, en tout cas pour planifier les procédures. Il y a des valves qui sont développées qui visent à élargir les indications de la voie pulmonaire, de valvulation pulmonaire. Je vous le disais, on traite des conduits qui peuvent aller avec des valves qui vont jusqu'à 29 mm, mais il y a des patients qui ont des patchs, qui ont des voies pulmonaires qui sont extrêmement larges. Et donc, il y a le développement de ces stents qui sont un petit peu en sablier, où la valve fait quasiment la même taille, elle est au milieu, mais les extrémités de ce stent étant plus larges, eh bien, ce stent va pouvoir venir se plaquer sur des voies pulmonaires qui sont extrêmement larges. Ça, c'est la valve Harmonie, qui est la prochaine valve de Medtronic. Vous voyez ici une voie large et ce stent en sablier va pouvoir venir se plaquer donc les deux extrémités sur la paroi en fait du vaisseau qui est très élargie. La valve, elle est au milieu du dispositif, elle est ici. Et puis en bas du dispositif, vous avez à nouveau un élargissement qui permet de caler un petit peu les choses. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant et que l'on attend avec impatience. À titre anecdotique, je vous parle rapidement des valves polymériques. Donc, c'est le concept des valves biomécaniques. Ce sont des valves qui ont la durée théorique des valves mécaniques, donc une durée limitée, mais qui ne nécessitent pas d'anticoagulants, qui sont réalisées à partir de PTFE ou de polyuréthane. Bon, pour le moment, c'est simplement des études précliniques qui ont été réalisées, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis la valve en ingénierie tissulaire, le concept, c'est de prélever des cellules autologues aux patients, de les ensemencer sur un scaffold, donc un tuteur en fait, décellularisé qui a une forme de valve, donc ça peut être une valve porcine décellularisée ou un polymère biodégradable qui a une forme de feuillet valvulaire. On met ça dans un four à 180 degrés pendant 7 heures et puis il en ressort votre valve en fait. Donc les avantages théoriques, évidemment, c'est pas dans un four pendant 7 heures. C'était une boutade, c'est un petit peu plus complexe, coûteux et long que ça, mais on met ça dans un bioréacteur et lorsque les cellules autologues ont parfaitement colonisé le scaffold, eh bien, il en sort une valve autologue que l'on va en général coudre sur un stent et implanter. Donc c'est uniquement des études précliniques. Vous le voyez, c'est quelque chose qui marche très bien, mais il y a un problème de durabilité. Et dans chacune des études, vous voyez la même chose. Il y a une rétraction des feuillets qui se fait, dont le mécanisme est encore peu compris. Donc, il va nécessiter encore beaucoup de travail. Mais bon, le concept est séduisant et je pense qu'on finira par y arriver. Donc rapidement, ce cas clinique d'une patiente de 16 ans qui a une abso multi-opérée avec une voie VDAP patchée
et une lésion mixte. Donc, on a décidé de la valver puisqu'elle était symptomatique. Ah, vous avez perdu. Vous voyez plus ma présentation. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je relance. Vous voyez mon écran toujours? Oui. Ok. Oui. Je relance. On voit bien. Super. Donc, cette patiente, nous, dans notre protocole, on fait toujours une exploration électrophysiologique avant de valver les patients. Initialement, on le faisait parce que on couple cette procédure à une cartographie du ventricule droit pour voir s'il n'y a pas des zones que l'on peut ablater pour profiter en fait de la valvulation pulmonaire afin de traiter à la fois les lésions hémodynamiques mais aussi rythmiques potentielles de ces patients. On va le voir après. Donc, lors de l'exploration électrophysiologique de cette patiente, on a déclenché une TV polymorphe de 9 secondes qui s'est réduite spontanément. Alors, le caractère polymorphe de cette TV, bon, faisait que ce n'était pas à proprement parler un test positif. Puisque la positivité, c'est de déclencher une TV monomorphe, plus ou moins soutenue. Mais tout de même, ça nous inquiétait un petit peu. On avait dit qu'on recontrôlerait les choses à distance. Donc, on a valvé cette patiente. Vous voyez, on met d'abord un premier stent, comme je vous le disais, pour protéger la valve Mélodie. Et puis, on vient mettre cette valve ici. Vous voyez qu'elle est en bonne position. On l'a mise un petit peu plus basse que ce qui était prévu. Et ça va jouer un rôle important. Mais la valve fonctionne bien et tout va bien. Et puis, 3 mois après, elle fait une TV monomorphe à 210, moyennement tolérée, non syncopale, pour laquelle elle est transférée après avoir reçu un choc électrique à Bordeaux. Et en fait, on la remet sur la table d'électrophysiologie. Elle n'est pas inductible, mais elle refait une salve polymorphe. Le problème, c'est que la zone d'intérêt d'ablation, elle se trouve sous la valve Mélodie et elle n'est pas accessible. Et donc, malgré l'ablation qui a été réalisée, elle est toujours inductible. Et donc, malheureusement, on a dû implanter cette patiente d'un défibrillateur qui l'a choquée à nouveau 3 mois plus tard pour une TV non syncopale. Donc, on a dû ajouter un traitement médical assez important et maintenant, elle va bien. Et donc, ça nous amène un petit peu à la suite, c'est les troubles rythmiques de ces patients qui font que si vous ajoutez une valve en plus du substrat rythmogène à ces patients, il faut se poser quand même des questions. La prévalence des arythmies ventriculaires chez ces patients, elle est très importante. Elle va jusqu'à à l'âge de 40 ans, vous avez quasiment 15% de prévalence de TV. C'est considérable. Mais vous avez aussi également tout type d'arythmie supraventriculaire et surtout, vous avez une incidence de mort subite, vous le voyez ici, qui est extrêmement importante. On l'a vu tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 6%, ce qui est vraiment considérable. Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont été développés pour essayer de comprendre pourquoi ces gens faisaient des arythmies. C'est des études qui sont très importantes et qui ont apporté beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en pratique clinique, on a du mal à savoir en quoi ça va nous aider, puisque en gros, pour faire simple, il y a autant de facteurs de risque que d'études qui ont été faites, parce que les patients, les auteurs, et je ne juge pas, hein, mais mettaient un groupe phallo avec arythmie, un groupe phallo sans arythmie, une database avec 600 données, 600 variables, vous mettez ça dans un shaker, vous mélangez bien, vous demandez aux statisticiens de rajouter des glaçons, des petites baies, et voilà. Et puis, il sort le tableau de gauche avec des petits P qui vont bien, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments? Par exemple, le nombre de chirurgies cardiaques, c'est un facteur de risque. Alors, ok, donc si quelqu'un a eu 4 chirurgies cardiaques, est-ce qu'on lui met un défibrillateur? Évidemment non. La durée du QRS, c'est quelque chose qui ressort bien et c'est quelque chose qui a été très bien connu. Mais là encore, c'est très difficile de prendre des décisions simplement sur une largeur du QRS.
La dysfonction diastolique du VG, c'est pareil. Je n'arrive pas trop à savoir ce que l'on va en faire. En revanche, pour comprendre les choses, ça c'est très important et ces études, elles nous ont beaucoup apporté. La pression diastolique du VG supérieure à 12 comme facteur de risque de choc approprié, eh bien, dans la réflexion sur ce que vont entraîner les dysfonctions ventriculaires gauche, ça c'est très important. Donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas de facteurs de risque et la stratification est difficile. Pour ce qui est des troubles conductifs, c'est pareil. Ces patients ont un bloc de branche droit complet qui a été décrit, vous voyez, en 71 dans Circulation, 100% de bloc de branche droit complet. Donc, ça va impliquer effectivement un élargissement du QRS et un délai électromécanique de contraction qui va être assez important. Et c'est vrai que nous, on a bien analysé ça récemment. On a montré que cette largeur du QRS, elle n'était pas nécessairement corrélée à la durée d'activation du ventricule droit en électrophysiologie. On a repris toutes les cartographies électroanatomiques invasives que l'on avait fait. On a regardé comment s'activait ce ventricule droit pour essayer de mieux comprendre les choses. On a vu que ce ventricule droit s'activait de manière très prolongée et de manière plus importante lorsque le volume ventriculaire droit était supérieur à 150 ml par mètre carré, ce qui est assez logique, mais ce qui permet de bien mettre en évidence le fait que l'hémodynamique et la rythmologie, c'est quand même deux choses qui sont étroitement liées. Pour ce qui est du QRS de surface à analyser, c'est vrai qu'il y a une modification, vous le voyez, hein, entre un ECG pré-op et 5 ans après une chirurgie de Fallot. Vous voyez que les QRS bien, vont s'élargir. Il peut y avoir une fragmentation qui peut apparaître comme ici. Mais là encore, ce sont simplement des éléments que l'on va empiler pour prendre des décisions. Pour ce qui est des arythmies, ce qui est beaucoup plus, je dirais, une approche beaucoup plus pragmatique et d'étudier le substrat en fait, qui mène à ces arythmies. On s'est rendu compte que ces arythmies, ce sont des tachycardies par réentrée, comme un flotteur, comme une réentrée sur voie accessoire, c'est-à-dire que vous avez une zone où il n'y a pas de conduction. Là, en l'occurrence, c'est un patch ou un anneau valvulaire. Donc là, l'influx électrique ne conduit pas. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un isthme, c'est-à-dire un endroit où la conduction va se faire de manière très lente. Et ça, c'est les deux premiers éléments indispensables à la mise en place d'une arythmie par entrée. Le troisième, c'est une étincelle, donc une extrasystole qui fait que l'influx va se bloquer dans un sens, va cheminer très lentement au niveau de l'isthme et puis va retrouver un ventricule qui est sorti de sa période réfractaire et débuter une réentrée. Il y a 4 isthmes qui ont été documentés. Un isthme entre la valve tricuspide et le patch, le patch transannulaire ou infundibulaire. Un isthme entre la valve pulmonaire et ce patch infundibulaire. Ensuite, vous avez le patch de CIV qui est lui au niveau du septum. Et là aussi, vous avez 2 isthmes entre ce patch et les valves pulmonaires et tricuspides. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien été documenté. La réalisation d'une exploration électrophysiologique, bon, les indications, elles sont assez c'est des recommandations de classe 2A, vous voyez, si dysfonction diastolique ou systolique, TV non soutenu, ça évidemment, c'est plus évident. QRS supérieur à 180 millisecondes, là aussi, ça l'est. Des cicatrices ventriculaires importantes en IRM, là aussi, ça l'est. Et donc la prévention primaire des arythmies par implantation d'un défibrillateur est raisonnable chez des adultes avec une tétralogie de Fallot et de multiples facteurs de risque, comme on vient de le détailler. Donc, vous voyez, ce sont des recommandations qui sont pas très précises. Ce qui est sûr, c'est que des patients qui ont fait une mort subite récupérée, évidemment, il faut les implanter d'un DEF. Et les patients, ça c'est une recommandation de classe 1 aussi, qui ont une TV soutenue, doivent bénéficier d'une exploration électrophysiologique et d'une ablation en premier lieu, avant de considérer la mise en place d'un défibrillateur. C'est un petit peu
notre protocole en fait, hein, où on va réaliser cette cartographie. Chez les patients inductibles, soit on peut ablater et c'est un succès, soit c'est un échec et on va implanter un défibrillateur. Si c'est un échec et que les patients sont valvés chirurgicalement, on va demander au chirurgien de réaliser une ablation chirurgicale complémentaire du geste de l'électrophysiologiste. On les resimule en post-chirurgical et s'il reste inductible, à ce moment-là, on s'était donné une chance d'ablation supplémentaire, mais là, malheureusement, on doit implanter un défibrillateur. Ça, je passe. Simplement, quelques mots sur ce que l'on fait au niveau expérimental. Donc, au CHU de Bordeaux, on a développé depuis maintenant 10 ans un modèle animal qui reproduit en fait les paramètres de la tétralogie de Fallot réparée. Et sur ce modèle animal, on s'est aperçu qu'il y avait au niveau ventriculaire un remodelage qui se faisait évidemment vers la dilatation et l'hypertrophie. Mais ça, c'est des remodelages géométriques. On a vu qu'il y avait un remodelage tissulaire qui était de l'ordre de la génétique et aussi de l'ordre de l'électrophysiologie tissulaire et cellulaire au niveau du VD et du VG. Donc, c'est vraiment des éléments très importants. Et maintenant, le but, c'est de voir si cette valvulation pulmonaire que l'on pratique, on sait qu'elle va diminuer la taille du ventricule droit, mais est-ce qu'elle va aussi normaliser les paramètres génétiques et électrophysiologiques qui dysfonctionnaient. Et ça, c'est un projet qui est en cours et pour lequel on a encore plusieurs années de travail. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de faire un master ou une thèse et qui sont intéressés par ce travail, n'hésitez pas à nous contacter. On va finir avec la dysfonction ventriculaire gauche. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez ici cette courbe avec une relation quasi linéaire qui met en lien la fraction d'éjection ventriculaire droite et ventriculaire gauche. Pourquoi il y a une interaction VDVG? D'abord, elle est anatomique puisqu'il y a des fibres communes qui sont superficielles. Ces deux ventricules ont en commun évidemment le septum et puis le péricarde. Il y a une interaction VDVG au niveau électrique, puisqu'il va y avoir tout un synchronisme intra- ou interventriculaire va évidemment retentir sur l'autre ventricule. Et puis, elle est aussi hémodynamique. Ce qui est sûr, c'est que la fonction ventriculaire gauche chez ces patients, elle est cruciale en termes de survie. Vous regardez ici les deux courbes de survie. Ça, c'est fonction systolique VG normale ou fonction systolique altérée. Pas de débat là-dessus. C'est quelque chose qui impacte fortement la survie des patients et qui impacte aussi les arythmies ventriculaires. Ça, c'est le papier de Paul Kerry qui avait regardé chez les gens qui ont un défibrillateur quels étaient les facteurs de risque de choc appropriés évidemment, donc sur de véritables arythmies. Ce qui ressort en premier, c'est la pression télédiastolique du VG, je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça, plus les éléments liés à la fibrose que l'on met en évidence sur le VG, montrent que celui-ci est un acteur vraiment quasi central des complications qui peuvent survenir chez ces patients, notamment rythmiques et notamment les morts subites. La resynchronisation biventriculaire, elle a été évoquée comme traitement parce qu'on s'est aperçu que dans la dysfonction ventriculaire, gauche ou droite, il y avait une part qui était liée à l'asynchronisme entre les deux ventricules. C'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé sur Bordeaux. Et les résultats sont prometteurs, mais la sélection des cas est assez difficile et donc on manque encore de données à long terme, mais c'est vraiment une piste de travail qui est très intéressante. Les autres complications, donc la pathologie de l'aorte, on a dit, valvulopathie aortique, c'est surtout l'apanage des patients avec tronc artériel commun qui vont avoir une valve troncale qu'on utilise au niveau, comme valve aortique et qui peut poser des problèmes parce qu'elle est souvent mal formée. Ces gens ont également des dilatations de l'aorte ascendante. Alors, ça, c'est tout à fait. La prévalence, elle est de 15% chez les phallos qui ont une dilatation de l'aorte ascendante supérieure à 40 mm de mercure. C'est un phénomène progressif qui est quasi obligatoire hémodynamiquement à l'état basal, puisque ce sont des pathologies, par exemple l'abso ou le troncus, où tout le débit passe par l'aorte ou le tronc artériel qui servira d'aorte. Donc évidemment, il y a une dilatation.
mais il y a aussi des anomalies histologiques. Cependant, les indications chirurgicales de remplacement de l'aorte ascendante sont extrêmement rares. En dessous de 55 mm de mercure, en général, on n'intervient pas, sauf s'il y a d'autres lésions à traiter, notamment quelque chose qui a trait à la valve troncale. Donc ça, c'est pour le remplacement de la valve aortique. Les recommandations, c'est assez simple, c'est fuite aortique avec symptômes ou signe de dysfonction ventriculaire. Donc, vous voyez toujours des recommandations extrêmement précises. Et ça, c'est pour vous rappeler que les complications aortiques sont extrêmement rares. Donc, 6 cas publiés de dissection aortique chez ces patients en dessous de 50 mm de mercure. Donc, globalement, il faut les traiter de manière empirique comme tout un chacun, donc pas comme des marfangs ou des bicuspidies, mais comme quelqu'un qui a une dilatation de l'aorte et qui nécessite le même suivi et la même surveillance, évidemment, les mêmes préventions des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment de l'hypertension artérielle. Donc, en conclusion, ces cardiopathies troncales, elles sont réparées et bien réparées, et c'est super, mais elles ne sont pas guéries et elles ne le sont jamais, malheureusement. C'est quelque chose qui est important d'expliquer, hein, je pense, dès le début de la prise en charge de ces patients ou dès le diagnostic anténatal pour les familles. Mais le pronostic est bon et l'incidence d'événements au long cours, elle est préoccupante, mais elle n'est pas non plus, c'est pas non plus des fonds de temps ou des hypo-VG. Donc voilà, il faut faire un suivi au long cours dans une unité spécialisée en cardiopathie congénitale. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez passionnant dans l'étude de ces complications, des mécanismes qui sont souvent intriqués, de la physiopathologie qui va mener à cela. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant et encore une fois, nous on fait pas mal de recherches dessus, notamment dans notre institut hospital universitaire Lyrique qui est entièrement dédié à la cardiologie. On a des moyens qui sont super, donc c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup mais qui nous passionne. Dans cette évaluation de ces patients et de la prévention de ces facteurs de risque, il faut évidemment une approche multidisciplinaire, personnalisée et une évaluation multimodale avec tous les outils dont on dispose et dont on a déjà discuté dans ce cours. Et je pense que j'en ai fini. Merci beaucoup, Zach. Donc, on va voir s'il y a-t-il des questions. S'il y a des questions, vous pouvez activer votre micro. Alors, vous m'entendez toujours? Parce que moi, j'entends plus. Oui, oui. Tu m'entends? Oui, 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 je vous entends. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions pour le moment. Je comprends parce qu'il est 12h30 et que tout le monde a très faim. Peut-être. Mais bon, mon adresse mail est disponible et je pense que le cours le sera également. Donc, je suis à votre disposition s'il y avait quoi que ce soit comme question ou si vous voulez qu'on parle de projets de recherche. Et puis, bonne continuation et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Zach. Au revoir. Au revoir.